Ça fait un long moment que j'utilise des caméras Sony. J'ai commencé par l'A7S2, ensuite j'ai pris l'A7 III, après je suis passé sur l'A7S III, et aujourd'hui j'utilise l'A7 IV et la FX3. J'ai tourné des centaines de vidéos avec ces boîtiers. Et récemment, j'ai pris conscience d'un truc. Quand vous achetez un boîtier Sony, vous achetez pas seulement le boîtier. Vous achetez tout le workflow et les outils qui vont avec. Et l'outil le plus incroyable et sous-coté que Sony a lancé, à mon sens, c'est l'application Monitor & Control. Alors c'est une appli qui existe depuis plusieurs années déjà, mais qui a récemment été mise à jour. Il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités qui ont fait leur apparition, et disclaimer, c'est une véritable dinguerie. Alors c'est avec une petite fierté que je peux vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Sony. Ça fait des années que je parle de Sony sur la chaîne parce que j'utilise leurs produits depuis mes débuts. Aujourd'hui, c'est la première fois que je travaille avec eux sur une vidéo et c'est un vrai plaisir. Ceci dit, c'est pas pour autant que je vais vous parler uniquement des points positifs de cette appli parce qu'il y a aussi quelques points négatifs dont je vous parlerai en fin de vidéo. Alors me voici dans l'application. En gros, grâce à l'application Monitor & Control, vous allez pouvoir transformer votre smartphone ou votre tablette en un moniteur. L'appli est totalement gratuite, ce qui est assez incroyable par rapport à tout ce qu'on va pouvoir faire dessus. Et elle est bien sûr dispo sur iOS et sur Android. Première grosse nouveauté depuis la mise à jour, qui va être une très bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on peut enfin utiliser l'application avec l'A7 IV et le ZVE1. C'était attendu par énormément de personnes et c'est maintenant officiel. Voici la liste de tous les boîtiers avec lesquels vous allez pouvoir connecter l'application. Et j'imagine que dans un futur proche, ils vont permettre à encore plus de boîtiers de pouvoir se connecter à Monitor & Control. Personnellement, je préfère utiliser l'application avec mon iPad, tout simplement parce que y a un gros écran, on voit beaucoup mieux ce qu'on est en train de faire, beaucoup plus simple pour naviguer dans les différents réglages. Moi, j'utilise l'iPad Pro M4 en 13 pouces. Et donc, une fois qu'on a connecté le boîtier à l'application, voici l'interface qu'on a. Sur toute la ligne du bas, on a tout un tas de réglages comme vous pouvez le voir. Déjà, on va pouvoir choisir entre l'autofocus et le focus manuel. On y reviendra juste après. On va pouvoir changer nos ISO directement depuis l'application. On va pouvoir changer notre shutter aussi, notre balance des blancs. Juste après, on a le look de notre image. Donc là, je suis en PP1. Moi, j'ai paramétré ça pour être mon S-Log3. Là, il est grisé parce que je peux tout simplement pas le changer quand je suis en train de rec. D'ailleurs, on peut voir que je suis en train de rec parce qu'il y a les contours rouges. Je vais forcément pouvoir lancer et arrêter l'enregistrement avec ce petit bouton. Ça, c'est ultra pratique, notamment pour ce scénario-là. Je suis en train de tourner ma vidéo YouTube. La caméra est assez loin de moi. Et au lieu de venir monter sur la table pour allumer et éteindre le bouton rec, là, je peux le faire directement depuis l'appli. Je m'en sers sur toutes mes vidéos YouTube. On va pouvoir aussi gérer ces différents LUT. Là, vous allez pouvoir importer tout un tas de différents LUT. On peut facilement venir importer un LUT de conversion. Si vous filmez en S-Log3 et que vous voulez juste importer un LUT de conversion pour avoir l'image en Rec 709, c'est totalement possible. Vous pouvez aussi importer vos différents LUTs créatifs pour pouvoir voir le rendu en temps réel pendant le tournage, pour voir un petit peu les couleurs à quoi elles ressembleraient. On peut en importer jusqu'à 16. Si votre objectif vous le permet, vous allez pouvoir zoomer directement depuis l'interface. Du coup, il faut des objectifs motorisés. On va pouvoir choisir les différents modes de stabilisation juste ici. Dans Rec Format, on va pouvoir choisir du coup le format de vidéo, les images par seconde et les réglages d'enregistrement. Tout ça, c'est grisé parce que je suis encore une fois en train de rec. Ensuite, on a encore d'autres réglages juste ici, dont je me sers beaucoup moins. On en parlait à l'instant, on peut choisir entre l'autofocus ou le focus manuel. Ça, c'est un outil dont je me sers beaucoup. Si je me mets en manuel, vous allez avoir ce petit graphe juste ici qui va représenter en fait votre focus. Alors, vous allez pouvoir changer le focus directement depuis l'application. Sur les deux petits boutons qu'il y a juste en dessous le graphe, si je me mets sur par exemple 1,5, là le focus va changer beaucoup plus vite. Donc on sera moins précis, mais on ira plus vite. Si je me mets sur 0,1, là voilà, vous voyez, ça va avancer vraiment lentement. Par contre, vous allez gagner en précision. Si on vient cliquer sur le 350 et que je me mets sur 50, là ça rapetissit le graphe. Donc vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre un petit peu plus rapidement. Un outil que j'adore utiliser, c'est deux petits boutons là, max et min. En gros, vous allez pouvoir marquer un point d'entrée et un point de sortie qui correspondent à votre max et à votre min. Sur cet exemple, si je mets un point d'entrée sur l'objectif juste ici et je mets mon point de sortie sur la bouteille d'eau derrière, en gros, ça veut tout simplement dire que quand vous allez passer de l'objectif à la bouteille d'eau, vous risquez pas de partir encore plus loin que la bouteille d'eau en termes de mise au point. Donc là, on peut passer de l'un à l'autre sans risquer de perdre un petit peu le focus. Pareil, on peut combiner ça avec les petits boutons en dessous pour gagner encore plus en précision. Ça, c'est quelque chose dont je me sers très souvent en tournage. Ensuite, dans Bar Setting, on va pouvoir changer la couleur de la petite barre juste ici, donc je peux la mettre en noir si je préfère. On peut changer entre mètre et pied, mais vu qu'on est en France, on va rester en mètre. Et voilà.
Ensuite, on va pouvoir se mettre en autofocus. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez activer ou désactiver l'aide de l'autofocus. On va pouvoir choisir la zone de mise au point. Donc soit on se met en large, soit on se met en zone, soit on se met par exemple en centre fixe. Moi, je vais rester en wide. En dessous, on va pouvoir choisir si on veut faire la mise au point directement sur l'œil ou pas. Si j'appuie sur off, bah là, ça a désactivé le petit rectangle qu'il y avait au-dessus de mon œil. Et moi, j'aime bien l'activer, surtout quand je suis en face caméra. Ensuite, avec ces deux petites jauges, on va pouvoir changer la vitesse de changement de mise au point. En gros, avec la première jauge, ça va être la vitesse à laquelle la mise au point va changer d'un point A à un point B. Et avec la deuxième jauge, ça va être plutôt la sensibilité à laquelle ça va changer le focus. Si vous avez un enfant qui passe devant vous en sprint, si vous êtes très sensible, ça risque de faire la mise au point sur le petit enfant. Et si vous êtes sur 1, bah, le focus va rester sur vous. Si on vient cliquer tout en haut de l'interface ici, on va pouvoir activer ou non le tracking autofocus. Si par exemple, je lève ma main, je clique sur ma main sur l'application, on va voir que ça va suivre ma main, ça va traquer ma main et faire le focus directement dessus. Si je reviens cliquer sur mon visage, ça détecte que je suis un humain et ça va traquer mon œil. Donc ça, c'était pour le focus. Un truc que je vous ai pas dit, où je vais cancel le tracking. Si vous venez tout à gauche de l'interface, je sais pas si vous le voyez parce que la caméra est un peu loin, mais on a en gros le nombre d'images par seconde en mode live view, donc en instantané. Là, on peut voir que je suis à 23 images par seconde, donc sur 25. Quand vous êtes à 25, c'est que la retransmission est parfaite, elle est ultra fluide. Par contre, si vous descendez à 10, à 5, c'est que là, vous avez une retransmission en 5 images par seconde. Donc là, ça va beaucoup bugger. Ce sera pas forcément agréable à regarder. Forcément, plus le boîtier est loin de l'iPad, plus vous aurez un live view qui est faible. Si on vient en haut à droite, juste ici, vous avez la batterie restante sur votre boîtier. Ensuite, on va pouvoir choisir si on veut une retransmission en basse résolution ou en haute résolution. Si on se met en haute, la qualité sera beaucoup mieux. Par contre, vous voyez que là, je suis descendu à 15 images par seconde. Moi, généralement, je reste en basse résolution. Voilà, typiquement, vous voyez, je peux voir juste ici qu'il me reste 1 minute d'enregistrement sur ma carte SD, donc je vais vite arrêter le rush. Du coup, j'en étais où? Sur cette petite barre, après, on a le petit bouton Disp, donc pour Display. Si je viens cliquer dessus, l'interface change un petit peu. Si je clique 2 fois dessus, tous les réglages disparaissent. Donc là, l'iPad se transforme purement en moniteur. Le seul petit bouton qui reste, c'est un bouton très pratique, le petit cadenas. Si je viens cliquer dessus, ça verrouille tout l'écran. Donc là, si je clique dessus, plus rien ne se passe. Pourquoi j'utilise beaucoup ça? C'est que vous allez pouvoir tout simplement donner votre iPad à votre client. Si j'ai appris un truc pendant ces 8 ans à faire des vidéos pour plein de différents clients, c'est que les clients adorent pouvoir voir ce que vous êtes en train de filmer. C'est rassurant pour eux. Vous allez pouvoir donner votre iPad à votre client. Comme vous avez verrouillé l'écran, vous prenez pas le risque que son petit doigt effleure l'écran et que ça change complètement les ISO. Voilà, si vous n'avez pas forcément le budget pour louer un moniteur à donner à votre client, ça peut être un très bon outil. Donc, je reclique sur mon cadenas, je reclique sur Display. Et ensuite, on va venir tout en haut, à gauche de l'interface, là où c'est marqué Tool, donc pour vos outils. Ici, on a plein d'autres outils à disposition. Un des outils que je préfère dans ce petit menu déroulant, c'est les waveforms. En activant les waveforms, on a du coup le petit graphe qui apparaît. Vous le savez, sur les boîtiers Sony, c'est impossible d'activer les waveforms. Et pourtant, personnellement, c'est un outil que j'utilise énormément. Ce graphe-là, on peut le retrouver dans DaVinci et moi, ça m'aide à vraiment avoir une bonne idée de l'exposition et du contraste de mon image. Grâce à ce graphe, on va pouvoir voir si l'image elle est trop exposée, si elle est sous-exposée. Ce qu'il y a de pratique avec ça, c'est que je vais pouvoir agrandir le graphe jusqu'à carrément la superposer avec mon image. C'est rare que je mette mon graphe par-dessus toute l'image, mais voilà, je la mets souvent dans un coin. Ce que j'adore avec cette appli, c'est que vous pouvez voir la fluidité est assez impressionnante. C'est un bonheur à utiliser. Ensuite, on a notre histogramme. Si je l'active ici, on retrouve notre histogramme. Ça, rien de nouveau sous le soleil. On peut l'activer directement sur les boîtiers Sony aussi. On peut activer les fausses couleurs, donc ça c'est un outil dont je me sers de plus en plus. J'ai fait une vidéo très récemment sur comment bien exposer le log. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici. Je partage pas mal d'astuces intéressantes. Et ouais, ça fait pas mal de temps que j'utilise maintenant les fausses couleurs pour bien exposer mes images. On peut activer les zebras. On a le desqueeze si jamais vous filmez avec des objectifs anamorphiques. Ensuite, on a nos aspect marqueurs. Donc là, on va pouvoir choisir entre différents ratios. Donc, par exemple, si je veux faire des vidéos verticales, là, je peux très facilement cadrer pour mes vidéos verticales. Je vais pouvoir choisir aussi et modifier la transparence du fond. Ensuite, on peut activer les safety zones. Donc, si je mets mon aspect marqueur en, par exemple, 9/16e, je vais pouvoir venir dans mon safety zone et modifier la taille de cette zone pour justement prendre en compte le fait que en dessous et au-dessus, il va y avoir des informations. Par exemple, pour un réel sur Instagram, vous aurez le pseudo qui sera tout en haut. On peut activer ou désactiver les grilles. Et enfin, on va pouvoir faire une rotation de l'image si jamais vous êtes en train de faire des vidéos verticales. Tout à gauche, vous pouvez voir que vous pouvez sélectionner
uniquement jusqu'à 3 des outils. Les outils que vous allez sélectionner vont apparaître en haut de l'interface et seront dispo à tout moment sur votre écran. Moi personnellement, j'ai uniquement activé les waveforms, les fausses couleurs et les grilles, c'est ces 3 outils que j'utilise le plus souvent. Autre chose que je voulais vous dire, si jamais vous sentez que la connexion entre votre boîtier et l'iPad, ça rame un petit peu, c'est pas agréable à regarder, vous allez pouvoir depuis peu connecter votre boîtier à votre iPad directement avec un câble USB-C. Pour faire ça, vous connectez les deux ensemble avec le câble USB-C. Ensuite, vous venez sur Bluetooth Pairing et vous allez cliquer sur USB. Ici, je vais retrouver ma caméra. On clique sur connecter et voilà, là je suis connecté en filaire. Donc là, on voit que je suis à 25 images par seconde. La connexion est ultra bonne. Là, j'aurai aucun bug, ça va pas du tout ramer. Donc c'est bon à savoir et ce sera très pratique si jamais vous avez des projets où la caméra est fixe sur un trépied. Si vous avez un projet d'interview ou du face caméra, ça peut aussi être utile si jamais vous mettez votre iPad ou votre smartphone par-dessus votre boîtier en tant que moniteur. Là, vous prenez un petit câble USB-C qui vous dérangera pas trop, vous connectez les deux ensemble et là, vous aurez un moniteur qui sera ultra fluide. On va passer à la partie que j'avais très hâte de vous montrer, à savoir le multicam. Je me suis installé un setup aux petits oignons. J'ai ma caméra principale qui me filme depuis le début, mais j'ai aussi une caméra qui est juste à ma gauche pour avoir un deuxième point de vue. J'ai un troisième point de vue avec la caméra qui est en top shot pour filmer l'iPad. Et j'ai une quatrième caméra qui filme un petit peu le BTS, un peu l'envers du décor pour voir tout le setup. Ça me fait 4 différentes caméras et ce qui est incroyable avec Monitor and Control, c'est que je vais pouvoir connecter du coup les 4 caméras à la même application. On a accès forcément à tous les différents paramètres sur chaque caméra. Donc si jamais je veux changer, je sais pas, les paramètres de ma caméra BTS, je clique dessus et ici je vais pouvoir ajuster tous les différents paramètres comme je vous le montre depuis le début de cette vidéo. Je reviens sur mon multicaméra en cliquant ici. Là par exemple, mon top shot, on peut voir qu'il est à l'envers. Donc ce que je peux venir faire, c'est cliquer juste ici pour faire une petite rotation, ça c'est fait. On va pouvoir changer l'interface en cliquant ici en haut à droite. Donc là, on a les 4 caméras qui s'affichent ainsi et en fait, on a tous nos différents paramètres qu'on va pouvoir modifier. Encore une fois, là ils sont grisés parce que je suis en train de rec, mais je pourrais venir changer ma balance des blancs sur cette caméra juste ici. Ça va changer la balance des blancs de ma caméra principale. Je vais pouvoir tout personnaliser sur chaque caméra. Donc ça c'est hyper confortable, surtout si vous faites un setup d'interview. Je vais revenir en mode normal. Alors là vous pouvez voir sur le live view que j'ai environ 7-8 fps par caméra. Ce qui se passe c'est que toutes les images par seconde sont réparties entre chaque caméra. Donc, je pensais que ça allait beaucoup me déranger, mais là si je bouge un petit peu, alors certes on voit que ça saccade un petit peu, mais c'est clairement utilisable. Par contre si je viens cliquer sur une caméra, là vous allez voir ça va remonter à environ 25 fps. Avec les petits boutons qu'on peut cocher en bas à droite de l'interface, on va pouvoir sélectionner les caméras qu'on veut prendre pour rec ou pour arrêter l'enregistrement. Donc par exemple, si je veux arrêter l'enregistrement de ma caméra à gauche, je sélectionne uniquement celle en haut à gauche et je vais cliquer sur Rec Stop. Voilà, vous pouvez voir le contour rouge s'est enlevé, donc là ça éteint l'enregistrement de ma caméra à gauche. Je vais pouvoir réappuyer sur Rec pour la relancer. Et forcément là si je sélectionne tout et que je clique sur Rec Stop, ça va éteindre toutes les caméras. Là on va pouvoir changer aussi le display. Donc je peux cliquer une fois pour enlever tous les réglages, 2 fois pour changer encore l'interface. Donc si je me mets sur cette interface là et que je clique encore une fois sur mon petit cadenas, là pareil je pourrais donner ça à mon client et là il va pouvoir changer aucun paramètre. Par contre s'il vient cliquer sur une image, ça va l'ouvrir en grand. Donc là il pourra toujours rien changer, mais par contre il pourra avoir l'image en grand. Chose à savoir, pour connecter toutes les caméras sur l'application, la toute première fois que vous allez le faire, ça va vous prendre pas mal de temps parce que c'est un petit chantier quand même. Il faut connecter toutes les caméras au même réseau Wi-Fi que l'iPad. Moi ça m'a pris une bonne demi-heure pour réussir à tout connecter. Par contre une fois que vous avez réussi à connecter les 4 caméras, vous n'aurez plus besoin de refaire la manip. Toutes les caméras sont visibles juste ici dans connecter. Je vous mets un lien dans la description d'une vidéo qui m'a aidé à connecter toutes ces caméras parce que c'est vraiment pas si facile que ça au début. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo si c'est la première fois que vous testez le multicam. Honnêtement c'est vraiment, quand je vois ça, quand je vois cette interface, je me dis que c'est incroyable d'avoir accès à tout ça sur une appli qui est gratuite. Maintenant qu'on sait comment fonctionne l'application, je voulais vous donner quelques scénarios, quelques situations où ça peut être vraiment pratique d'utiliser Monitor and Control. Première utilisation, vous vous en doutez, c'est d'utiliser son téléphone ou son iPad comme simple moniteur que vous allez pouvoir mettre sur votre boîtier. Alors il faudra vous procurer le petit bitonio là que vous mettez dans la prise flash pour tenir votre téléphone. Je vous le disais tout à l'heure, on peut brancher un câble USB-C directement au boîtier et dans votre téléphone. Alors par contre, moi je suis sur l'iPhone 14 Pro, forcément c'est encore les anciennes prises Lightning, donc moi ça fonctionne pas. Par contre sur les nouveaux téléphones ou tous les téléphones qui ont une prise USB-C,
ça va fonctionner. Je vous recommande d'utiliser le câble pour éviter toutes les latences. Procurez-vous un petit câble comme celui-ci qui est ultra pratique. Alors on pourrait bien sûr mettre son iPad aussi. Bon, moi c'est un 13 pouces, donc je vous laisse imaginer la gueule du rig. Si je mettais mon iPad sur mon boîtier, ça aurait pas de sens. Si vous avez un plus petit iPad, ça pourrait très bien fonctionner. Moi j'ai pris ce petit setup justement pour venir installer mon iPad dans différents endroits. J'ai pris ça avec un petit bras articulé et un petit clamp que je vais pouvoir mettre un petit peu partout, donc sur un trépied, sur un pied de lumière. Je pourrais même le mettre sur la table si je voulais, je peux le mettre un peu partout. Deuxième situation pratique, c'est si vous faites un petit peu ce que je fais moi, c'est-à-dire vous filmez en face caméra. Sur l'intégralité de mes vidéos YouTube, je mets mon iPad à côté de moi pour pouvoir lancer et arrêter l'enregistrement. Pendant très longtemps, j'ai été obligé de venir par-dessus mon bureau et galérer pour venir changer mes paramètres, lancer l'enregistrement. Bon là en l'occurrence la caméra est proche de moi, mais très souvent elle est beaucoup plus loin. Pareil, si vous avez l'habitude de vous filmer tout seul, par exemple moi pour le premier plan de cette vidéo, j'ai mis la caméra derrière mon armoire, un peu galère pour venir à travers l'armoire pour appuyer sur règle pour changer mes paramètres. Donc pareil, là j'ai connecté l'application, beaucoup plus pratique. Pour ce premier plan d'ailleurs, j'ai utilisé un slider motorisé pour avoir ce petit mouvement latéral. J'ai connecté le slider à mon téléphone avec l'application Zipon. C'est un Zipon que j'ai pris en slider. Je l'ai depuis un paquet de temps ce slider, mais il fonctionne très bien. Je mets un point de début et un point de fin, et ensuite je lance le mouvement de slider sur mon téléphone. Je lance l'enregistrement avec mon iPad sur Monitor & Control et ensuite j'ai plus qu'à faire mon jeu d'acteur, rentrer dans le bureau. Donc voilà, c'est très pratique de lancer tout ça à distance. Autre situation, on en parlait tout à l'heure, c'est tout simplement de donner le moniteur à son client. Vraiment, pour votre client, ça change absolument tout le fait de pouvoir avoir un moniteur, surtout s'il est personnel, s'il est pour lui. Ça évite aussi les mauvaises surprises parce que très souvent, s'il voit pas forcément ce que vous êtes en train de filmer, vous avez beau lui dire ouais c'est une dinguerie, la lumière est parfaite, ça se trouve lui ça va pas forcément lui convenir. Et ça, s'il a pas forcément vu le retour en live, il va découvrir ça une fois que vous avez livré la vidéo finale. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Et plus globalement, même pour vous, pour votre image, ça va vous faire paraître beaucoup plus pro. Il va se dire, ouais, le frérot, il est organisé, il sait ce qu'il fait. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Et si je devais donner une dernière utilisation, parce qu'il y en aurait encore d'autres, mais si vous avez un assistant sur votre tournage et que vous voulez filmer en focus manuel, vous pouvez donner le moniteur à votre assistant. Il va pouvoir gérer le focus manuellement à distance et donc prendre le rôle de focus puller. Alors, c'est pas forcément l'idéal parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques latences. Donc, il sera moins précis qu'avec du matos pro, mais ça peut très bien vous dépanner. Et surtout, ça peut éviter d'encore dépenser des ronds dans de la loc. Alors certes, cette application est totalement gratuite, certes elle est ultra complète et je m'en sers très souvent, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même quelques points négatifs dont je voulais vous parler parce que c'est important de tout savoir. Premier point négatif, vous allez très vite voir que plus vous éloignez l'iPad de votre boîtier, plus vous allez avoir une mauvaise retransmission. Pour avoir fait pas mal de tests, quand on dépasse les 5-6 mètres, ça commence à être vraiment compliqué. Si la caméra est sur trépied, vous allez voir que c'est assez fluide. Par contre, si vous avez la caméra à la main et que vous commencez à bouger et que l'image change énormément, vous allez voir que vous allez très vite arriver à entre 5 et 10 images par seconde. Deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a nulle part sur l'interface où on peut activer les niveaux audio. Donc je peux pas du tout voir si mon son est trop saturé ou justement s'il est pas assez sensible. J'ai bon espoir que Sony fasse une mise à jour rapidement avec ça parce que ça peut être très pratique quand même de voir mes niveaux audio. Troisième point négatif, c'est que si je viens activer mes waveforms, ici le graphe est en train de reproduire l'image que j'ai directement sur mon écran. Je m'explique, là mon retour il est en log, donc là j'ai une représentation fidèle de mon log. Par contre si je viens dans mes LUT et que je viens cliquer sur un LUT que j'ai importé, en gros votre waveform va représenter l'image avec votre LUT appliqué et non le log. Ça c'est un peu un point négatif parce qu'une fois que je vais importer mon rush dans mon ordi, je vais avoir du log, j'aurai pas l'image avec un LUT dessus. C'est pour ça que moi j'ai tendance à rester toujours en log, comme ça je sais que mes waveforms sont fidèles à la réalité. Si jamais vous voulez tester l'application, je vous mets un lien juste en dessous pour pouvoir la télécharger. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci aussi à Sony de me faire confiance. C'est un plaisir de travailler avec eux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous avez encore quelques minutes à tuer, vous avez envie de rester par ici sur cette chaîne, allez voir cette vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire.